C'est un conte qui nous vient du Sénégal. L'hyène et l'aveugle. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. Voici la devinette du jour. Avant de commencer l'histoire, je t'invite à la lire, à donner ta réponse dans les commentaires et tu auras la réponse à la fin de l'histoire. L'hyène était là, elle n'avait plus rien à manger, elle avait si faim qu'elle n'en pouvait plus. Dans les rues du village, chaque fois qu'elle passait, elle voyait un aveugle debout aux entrées des maisons, disant seulement des formules magiques. Les gens lui donnaient de la nourriture qu'il mettait dans ses sacs jusqu'à ce qu'ils soient pleins à craquer. L'hyène regardait ses sacs. Partout où elle se rendait, elle était chassée. Elle se mit à regarder cet aveugle chaque jour, lorsque l'aveugle disait « Laïlala, 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 laïlala ». On lui donnait de la nourriture jusqu'à ce que ses sacs soient pleins à craquer. Il rentrait chez lui. L'hyène dit à l'aveugle « As-tu envie de retrouver la vue ?» L'aveugle dit « C'est tout ce que je demande à Dieu le Maître. C'est tout ce que je demande à Dieu le Maître. » Elle dit « Pour ce qui me concerne, je veux être aveugle. » L'hyène ajouta « Veux-tu que nous fassions un échange et que tu m'apprennes tes incantations ?» L'aveugle lui répondit « Oui, oui, je t'apprendrai les formules magiques. Ainsi, tu pourras demander l'aumône. » L'hyène devint aveugle et l'aveugle retrouva la vue. L'aveugle lui remit les formules magiques. Le premier jour, elle récita les formules magiques et remplit ses sacs avec de la nourriture jusqu'à ce qu'ils soient pleins à ras-bord. L'hyène alla se coucher dans sa case et se mit à parloter. Dès qu'elle commença à sentir la faim, elle accrocha les sacs à ses épaules. Elle arriva à mi-chemin et oublia les formules. Elle ne connaissait plus les formules magiques et elle ne pouvait plus savoir qui était l'aveugle. Alors, elle resta là, bêtement. Voici la réponse à notre devinette. Merci à ceux et celles qui ont participé. Bravo à ceux et celles qui ont donné la bonne réponse. Pour la dernière saguette, Agar Agaga prit son temps et s'appliqua encore plus. Tandis que sa fille attendait le cœur battant, la sague est partie comme la foudre, mais encore plus rapide.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. C'est une histoire qui nous vient de Madagascar. L'homme aux 7 saguets. Agar Agaga était un paysan fort riche. Il possédait 700 bœufs, un jardin de 7 hectares plein de légumes de 7 sortes et 7 vergers immenses plantés de 7 espèces différentes d'arbres fruitiers. Agar Agaga avait 7 jolies filles. Il maria la première et reçut en dot 7 taureaux et 7 génisses de race. Quand il maria la seconde, il obtint 7 chevaux de selle et 7 jumeaux. La troisième lui rapporta 7 hectares de bananiers et 7 pirogues en bois dur pour en transporter les fruits sur la rivière. La troisième lui apporta 7 maisons dans 7 villages différents. La quatrième lui valut 7 pièces d'or et 7 fois 7 pièces d'argent. La cinquième, 7 pierres précieuses, un rubis, un saphir, un diamant, une émeraude, une opale, une topaze et une très grosse aigue marine en forme de cœur. Le paysan était comblé. La sixième de ses filles obtint une dot de 7 esclaves mâles solides et 7 esclaves femelles excellentes cuisinières. Pour la dernière de ses filles, qui était la plus belle et la plus convoitée, sept prétendants jeunes et beaux se présentèrent, tous riches et généreux, prêts à tout ou presque pour obtenir sa main. On vantait dans tout le pays sa parfaite gentillesse et son absolue beauté. Mais son père, qui vieillissait, voulait garder sa plus jeune fille avec lui quelques années encore. Il proposa donc aux prétendants une condition si périlleuse qu'aucun d'eux n'accepta. Le premier leva les yeux au ciel, haussa les épaules et partit sans dire un mot. Le second hocha la tête et tourna les talons. Le troisième tapota sa tempe de son index, éclata de rire et remonta sur son cheval. Le quatrième salua très bas le paysan, s'inclinant encore plus bas devant la jeune fille et dit seulement « Dommage. » Le cinquième posa au riche paysan une seule condition. « Et vous, que feriez-vous à ma place? Accepteriez-vous? » Le sixième dit « Ta fille est si belle qu'elle mérite qu'on risque sa vie pour elle. Mais j'ai entendu parler de ton extraordinaire adresse. Je n'ai aucune chance de m'en tirer. Alors, adieu. »
c'est que Agar Agaga imposait une condition vraiment terrible. Il ne donnerait sa fille qu'à un homme capable d'éviter ces 7 saguets. Or, c'était connu, il ne ratait jamais sa cible, à la chasse comme à l'entraînement. Le dernier prétendant était un jeune garçon des plateaux, un berger svelte et robuste, vêtu de pauvres vêtements et les pieds nus. « Je suis prêt. Beau-père, Dit-il, tu peux lancer tes javelots. J'accepte de mourir pour l'amour de ta fille. » et il se plaça au milieu du village. Sur la place où tous les habitants avaient fait le cercle pour assister à cet impossible défi. Agar Agaga lança sa première sagaie droit sur le berger. Mais vif comme l'éclair, le jeune homme s'écarta et saisit la lance en plein vol dans sa main droite. La foule frémit. Quand il reçut la deuxième sagaie, il la saisit de sa main gauche. La foule frissonna. Il prit la troisième sous son aisselle gauche, si vite qu'on crut qu'il était transpercé. Et quand la quatrième fut coincée sous son autre aisselle, la foule se mit à applaudir. Le berger posait les saguets devant lui, rangeait bien sagement l'une après l'autre. La cinquième siffla. Le berger réussit à la saisir entre ses dents, comme un chien attrape un sucre. Les applaudissements devenaient frénétiques. La sixième sagaie partit alors, droite et vibrante. Le berger sauta et l'intercepta entre ses genoux serrés. La foule l'acclama. Pour la dernière sagaie, Agar Agaga prit son temps et s'appliqua encore plus, tandis que sa fille attendait le cœur battant. La sagaie partit comme la foudre, mais encore plus rapide. Le berger avait fait un saut périlleux arrière et se releva sain et sauf. Il avait réussi à coincer la lance entre ses pieds nus. Là, les spectateurs poussèrent des hurlements de joie. La jeune fiancée s'évanouit de bonheur pendant une petite minute. Agar Agaga était éberlué. Il s'adressa au berger. « Tu as gagné la main de ma fille chérie. Pars avec elle et sois heureux. » Je te donne 7 grosses vaches et mon plus beau taureau, 7 juments rapides et mon propre cheval, un étalon noir. Tu auras aussi 7 brebis et leurs béliers, ainsi que 7 chèvres avec leurs boucs. Nul doute qu'avec ces bêtes de choix, tu seras très riche, si tu es aussi bon berger que grand guerrier. Le berger partit donc dans sa petite charrette, suivi de tous ses troupeaux. Sa jeune femme avait posé sa tête sur son épaule, heureuse de partir vers leur petite maison toute simple, quelque part au bord d'une lointaine rivière.
À mi-chemin, leur voiture fut arrêtée par une bande de 7 brigands. Armés de saguets, peut-être soudoyés par les 7 autres soupirants, et conduits, mécontents ou honteux. Nous voulons ta femme et tout le bétail que tu as reçu. Quant à toi, tu vas mourir. Prépare-toi. Le berger descendit et se plaça au milieu de la route, face aux bandits, calmement. Les 7 brigands lancèrent leurs javelots en même temps. Ils furent interceptés en plein vol et en un clin d'œil par 7 parties différentes de son corps. En moins d'une seconde, les 7 saguets repartirent à toute vitesse vers leurs expéditeurs qui les reçurent en plein cœur. Cette flèche de retour à l'expéditeur, tout simplement. Le berger rangea les 7 cadavres sur le bord de la route et planta chaque saguet mortel auprès d'eux, en signe de respect pour leurs âmes. Puis ils repartirent tous deux sans encombre vers leur domicile. Tous les animaux suivant par derrière, attachés à la queue leu-leu, à la charrette. La petite fiancée appuya sa tête sur l'épaule de son berger, qui chantait doucement et battait la mesure sur sa cuisse nue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nounal Keboulan et à activer les notifications pour être informé de nos prochains contes. Rendez-vous sous la vidéo et cliquez sur le lien bleu dans le texte de présentation. C'est une histoire qui nous vient du Mali. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. Comment le lion devint roi? Voici la devinette du jour. Avant de commencer l'histoire, je t'invite à la lire, à donner ta réponse dans les commentaires et tu auras la réponse à la fin de l'histoire. Le lion n'était pas le roi des animaux. Du moins, il ne l'était pas au départ. C'était plutôt Dankele, un grand buffle noir de la savane qui régnait sur le peuple des bêtes. Le roi Dankele était un grand tyran, un roi qui gouvernait sans foi ni loi. Que tu aies raison, tu avais peur.
que tu n'aies pas raison. Tu avais raison d'avoir peur devant lui. À cette époque, il y avait une seule rivière à laquelle tous les animaux venaient boire. Mais personne n'avait le droit de boire avant Dankélé. Et Dankélé ne se contentait pas seulement de se désaltérer, il se baignait dans la rivière, s'y roulait et y faisait tous ses besoins. C'est après que les autres pouvaient boire à leur tour l'eau déjà souillée. C'était injuste, mais c'était comme ça. Il fallait le supporter. Mais la lionne mère, ce jour-là, ne put attendre l'arrivée du roi. Son lionceau qui venait au monde allait mourir de soif. Elle lui donna un peu d'eau. Elle en but un tout petit peu, elle-même. Arriva le roi Dankélé. Il était accompagné des membres de sa cour, des griots et des griottes qui chantaient ses louanges. Ô grand buffle, tu es plus grand que Sunjata le grand, plus grand que Damonzon le grand, plus grand qu'Alexandre le grand. Ô grand buffle, tu es le plus grand, tu es plus grand que Sunjata le grand, plus grand que Damonzon le grand, plus grand qu'Alexandre le grand. Mais le roi Dankélé, quand il fut au bord de la rivière, vit qu'on avait osé boire avant lui le roi. Il se tourna vers son peuple et, les menaçant de son regard, hurla sa colère. Et sa colère fit trembler tout le monde. Qui est-ce? Mais qui est-ce? Qui est-ce qui a donc osé boire avant moi le roi? Si vous ne me désignez pas le coupable, vous l'êtes tous. Terrifiés se regardèrent dans les yeux. Tout le monde avait vu la lionne donner à boire à son petit. Mais qui pouvait prendre la responsabilité de la dénoncer à cette brute de roi? Lienne le fit. Moi, je ne vais pas payer pour une faute que je n'ai pas commise. C'est la lionne qui a bu avant toi. Voilà, j'ai dit. Et aussitôt d'un bond, le roi Dankélé écrasa la lionne avec ses grosses pattes. Mais le lionceau n'était pas mort. Il s'était sauvé à toutes pattes et était allé se cacher. Il attendit jusqu'à ce qu'il soit devenu grand. Quand il fut devenu un grand lion, dont le rugissement retentissait à travers toute la savane, il sortit et dit au buffle: Buffle, où est partie ma mère? Le buffle, intimidé par la force que dégageait le lion, bafoua: Ta mère la lionne? Un conseiller lui souffla à l'oreille: Il s'agit de la lionne que tu as tuée il y a de cela quelques années, parce qu'elle avait osé boire avant toi. Ah oui, c'est vrai, dit le buffle en se tournant vers le lion. C'est la loi, ce n'est pas moi. La loi, c'est la loi. Ta maman a osé boire avant moi, alors la loi lui a été appliquée. La loi, c'est la loi. La loi, ce n'est pas moi. La loi qui ne s'applique qu'aux plus faibles est une loi injuste. Et le lion se jeta sur le buffle, le terrassa et libéra le peuple des animaux.
C'est depuis ce jour qu'il est le roi des animaux. C'est aussi depuis ce jour qu'il s'efforce d'être juste et droit. Car malgré sa force, il ne s'attaque jamais aux plus petits. Voici la réponse à notre devinette. Merci à ceux et celles qui ont participé. Bravo à ceux et celles qui ont donné la bonne réponse. Il paraît que vous autres sangliers, vous ne pouvez lever la tête. Est-ce vrai? Quelque chose vous gêne? Allons donc, mon ami, ma race est une race de penseurs. C'est pour cela que nous gardons la tête basse. Mais toi, ami crocodile, n'es-tu pas fatigué de ramper? Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounalkeboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. Je vais vous raconter l'histoire du crocodile et du sanglier. C'est un conte qui nous vient de Madagascar. Un jour, au bord d'une rivière, le plus gros des sangliers rencontra le plus grand des crocodiles. Salut, sanglier. Oui, que tu es gros. Salut, crocodile. Aïe, que tu es long. Répondit l'autre. Et ils devinrent amis, du moins pendant quelque temps. Les oiseaux les voyaient tous les jours échanger quelques phrases anodines. Certains se dirent qu'ils avaient fait la paix et ils s'approchèrent. D'autres se dirent que cette paix n'était que provisoire et ils s'éloignèrent en regardant les deux géants du coin de l'œil. Les caméléons appelèrent cette période la paix chaude et les oies la nommèrent la guerre froide. Un matin, le grand sanglier vint à la rivière et salua le grand crocodile comme à son habitude. « Salut, grand crocodile. » dit le sanglier. « Déjà levé? » Comme tu le vois, j'étale mon énorme corps au soleil pour réchauffer mes énormes muscles. Et toi aussi, dis-moi, tu es bien matinal. Je viens rincer mes énormes défenses dans l'eau fraîche, comme tu peux le voir. Et il fit briller ses défenses au soleil du matin. Le grand crocodile ouvrit la bouche pour montrer ses dents pointues et puantes. Puis il cligna de l'œil. Il paraît que vous autres sangliers, vous ne pouvez lever la tête. Est-ce vrai? Quelque chose vous gêne? Allons donc, mon ami, ma race est une race de penseurs. C'est pour cela que nous gardons la tête basse. Nous avons toujours dans la tête des pensées profondes,
Et c'est le poids de nos cerveaux, tout ce qu'il contient de lourd et profond qui nous donne ce noble mais modeste maintien. Mais toi, ami crocodile, poursuivit le sanglier. n'es-tu pas fatigué de ramper? Ramper toujours et encore et sans cesse te traîner dans la boue? Ah, mon cher, tout le monde rampe, un jour ou l'autre. Les rois, les amoureux, les vaincus, les malades, les mourants. Qui n'a pas rampé? Les plus grands guerriers ou les plus grands hommes politiques ne deviennent grands que s'ils savent ramper. Notre race semble dormir sur le sable ou dans les eaux basses. Mais qui dit que nous sommes un peu plus faibles? Et il fit claquer ses mâchoires, ce qui résonna très loin et fit s'envoler des centaines d'oiseaux. Le silence se fit soudain, tandis que les oiseaux se cachaient au loin dans les branches et que les caméléons immobiles, attentifs et invisibles attendaient la suite. Les deux géants se rapprochèrent pied à pied, tout en vantant leurs qualités et leurs mérites. Les deux énormes bêtes se touchaient presque. L'un clignait de l'œil, l'autre regardait le sol et semblait réfléchir. Et soudain le sanglier sauta sur le crocodile et lui ouvrit le ventre d'un coup de ses terribles défenses. Mais en même temps, le crocodile le saisit par le cou et d'un coup de son énorme queue lui brisa les reins. Le crocodile mourut éventré, tandis que le sanglier agonisait au milieu des intestins de son ennemi. Ils moururent en même temps, en croyant avoir vaincu l'autre. Les oiseaux se remirent à chanter. Les caméléons se remirent à gober des mouches. Les chèvres revinrent à la rivière. Les puissants de ce monde ne s'aiment pas. Ils s'allient, fraternisent, mais au fond ils se surveillent, essayent de s'impressionner et attendent la bonne occasion de se détruire. Il n'est pas rare que la mort de l'un entraîne la mort de l'autre, ce qui n'est pas mal. Les caméléons disent que l'ambition stupide engendre la puissance, encore plus bête, qui à son tour engendre la crainte. Ils pensent aussi que la crainte engendre la haine et qu'enfin, en montrant ses dents luisantes, la haine engendre la mort. Les caméléons ont toujours raison.
pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nounal Keboulan et à activer les notifications pour être informé de nos prochains contes mis en ligne. Si vous préférez plutôt nous suivre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous la vidéo et cliquez sur le lien bleu dans le texte de présentation. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. Je vais maintenant vous raconter une histoire qui nous vient du Mali. Quand le lion épousa la brebis. Le lion un jour quitta la brousse et vint en ville où il se maria avec une brebis qu'il ramena avec lui dans la forêt. Tous les animaux fêtèrent l'événement à grands frais et la nouvelle se répandit bien vite comme un feu de brousse. Un lion épouser une brebis? Quel scandale! Et quelle honte! Répétaient les animaux. À ces critiques faites à basse voix, le lion répondait tout haut. Et pourtant, j'aime beaucoup ma femme brebis. Cependant, seule l'hyène, profondément choquée, réfléchissait. Malgré tout ce qu'on pense de moi, je vais quand même montrer que les qualificatifs de lâche et de poltron qu'on m'attribue ne sont que purs mensonges et viles médisances. Elle vint trouver le lion chez lui à la tombée du jour. « Majesté lion, dit-elle, il est clair pour tout le monde que tu es le plus respectueux, le plus majestueux de tous les animaux de la terre. Mais tu as pris comme épouse une sorte d'individu niais et bête qui ne lève jamais la tête même vers le ciel qui l'a accueilli. Vraiment, tu ne mérites pas pareille épouse. Tu fais traîner ton nom dans la boue. Dévorons-la donc et laisse-moi aller te chercher une femme digne de ta grandeur. » Je ne dévorerai pas ma femme car je l'aime. Et j'ordonne que tes propos s'arrêtent là. L'hyène s'en alla toute honteuse. La nuit suivante, l'hyène revint cette fois en courant bien vite, à grandes enjambées. « Ha ha, majesté, as-tu appris ce que j'ai appris ?» Quoi donc? Dit le lion.
Il paraît que lorsque l'eau de pluie touche à la peau des brebis, il y a une maladie qu'on appelle la gale qui leur enlève tous les poils jusqu'aux oreilles et aux pattes. Elle leur tanne la peau jusqu'à la chair rouge. Une sorte de lèpre, quoi. Cette lèpre s'attaque aussitôt à son conjoint et lui cause les mêmes maux. Tu te vois, toi, sans crinière et sans cils, sans pelage et sans queue, la peau tannée jusqu'à la chair comme un poulet plumé avec des mouches partout? Ah bon? S'écria le lion. Eh bien, Hyène, à y réfléchir, je vois que celle-ci n'est véritablement pas ma femme. On devra donc au plus tard ce soir, par tous les moyens et par toute voie, la dévorer. L'hyène toute contente s'en alla. Le soir, la brebis n'était au courant de rien. Quand elle rentra à la maison, une vieille femme la vit. Brebis, prends garde, car l'hyène que tu vois chez toi et que tu honores veut en réalité ta peau. Aujourd'hui, elle y a réussi. Ne va donc pas là-bas, car ils t'attendent tous les deux pour t'écorcher et te croquer. Cependant, viens que je te propose une ruse qui te permettra d'être sauvé, car moi, je suis vieille et pleine d'expérience. La vieille femme donna à la brebis une petite calebasse pleine de miel et lui confia un secret. La brebis poursuit son chemin. Elle entra, salua et sauta par-dessus les jambes étalées de son mari. Sacrilège! Cria le lion. Quel irrespect! Quel déshonneur! Pourquoi donc as-tu fait cela? Pardonne-moi, chère Marie. Dieu seul sait que je ne l'ai pas fait exprès. Ah non, s'écria l'hyène. Le sceau d'une femme par-dessus un homme porte toujours malheur. Car nous avons vu seulement avant hier un homme dont la femme lui était passée dessus mourir aussitôt. Il ne s'est pas passé 2 minutes qu'il trépassa, le pauvre. Ah bon? S'écria le lion qui sauta d'un grand bond sur sa femme. Mais avant que ses pattes ne touchent le sol, la brebis eut le temps de jeter dans la gueule du lion la petite calebasse de miel que lui avait donnée la vieille femme. Le lion s'assit sur son derrière en soupirant de jouissance. Dis-moi, chère épouse, où donc as-tu eu ce breuvage? Il y a dans la forêt d'à côté tes collègues lions comme toi qui ont assemblé toutes les hyènes pour leur presser le ventre afin de faire sortir par leur derrière ce liquide dont ils remplissent des outres entières. Sache que c'est du miel et que chaque hyène en a le ventre plein. Hyène, tu me caches de si bonnes choses. Je jure que tu n'emporteras pas l'outre de miel que tu couves. Le lion attrapa l'hyène, la souleva bien haut et la lança par terre en pressant bien fort sur son ventre. Il n'en sortit évidemment pas de miel, mais de petites crottes nauséabondes, des morceaux d'os et aussi des graines de goyave et des noyaux de mangue. Le lion dévora l'hyène. Ainsi finissent tous les mouchards.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nounal Keboulan et à activer les notifications pour être informé de nos prochains contes mis en ligne. Si vous préférez plutôt nous suivre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous la vidéo et cliquez sur le lien bleu dans le texte de présentation. C'est un conte qui nous vient de Mauritanie. Le pari du singe et du lièvre. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. Le pari du singe et du lièvre. Voici la devinette du jour. Avant de commencer l'histoire, je t'invite à la lire, à donner ta réponse dans les commentaires et tu auras la réponse à la fin de l'histoire. Tout le monde sait que le singe ne peut pas rester un moment sans se gratter le corps. Tout le monde sait aussi que le lièvre, curieux qu'il est quand un journaliste, ne peut pas rester un moment sans se retourner à gauche et à droite pour voir ce qui se passe aux alentours. Un matin, les deux compères se rencontrèrent dans la forêt, sous un acacia. Le lièvre dit au singe : « Est-ce que tu sais ce que les gens disent de toi ? Eh bien, ils disent que tu ne peux pas rester un seul instant sans te gratter le corps. Il y en a même qui disent que ta mère t'a enfanté dans une fourmilière. Et depuis les fourmis sont dans ta chair, ce qui explique ça. » C'est faux? Répondit le singe. Moi, je peux rester 1 heure, 2 heures, 24 heures, sans me gratter le corps. Il raconte n'importe quoi. Toi aussi, avec tes longues oreilles qui semblent défier le ciel, est-ce que tu as entendu ce que les gens disent de toi? Ils disent que tu ne peux pas rester un seul instant sans te retourner à gauche, à droite, et regarder en bas et en haut. C'est archi faux. Dit le lièvre. Je peux rester 1 heure, 2 heures, 24 heures même sans me retourner. Alors, faisons un pari pour vérifier ça. Dit le singe. D'accord. Répondit l'autre. Mettons-nous l'un en face de l'autre Dit le lièvre. pour voir qui de nous deux restera le plus longtemps. Toi, sans te gratter, ou moi, sans me retourner. Ils se mirent face à face et l'épreuve commença. Au bout d'une bonne heure de concentration, pendant laquelle aucun n'a ni bougé, ni parlé, le lièvre dit : « Si on se racontait des histoires pour meubler le temps. » D'accord, fit l'autre. vas-y, commence. Le lièvre dit : Tu sais, il y a longtemps, j'ai participé à une guerre. Si tu savais comment les balles fusaient, elles nous venaient de tous les côtés. Du côté droit, gauche, il se tourne vers le côté droit. gauche, du côté gauche. Il se tourne vers le côté gauche. Le singe lui coupa alors la parole en disant : Mais ça, ce n'est rien du tout. Moi, j'ai participé à une guerre bien plus meurtrière encore, où les balles nous tapaient sur la poitrine. Il se gratte la poitrine. Les balles nous tapaient sur la cuisse gauche. Et il se gratte la cuisse gauche.
Brusquement, le lièvre se mit à sauter en criant. J'ai gagné, tu t'es gratté, j'ai gagné, tu t'es gratté. Et l'autre lui répondit. Mais toi, tu t'es retourné avant moi? Depuis ce jour, quand il y a un pari manqué, on dit que c'est le pari du lièvre et du singe. Voici la réponse à notre devinette. Merci à ceux et celles qui ont participé. Bravo à ceux et celles qui ont donné la bonne réponse.